Ouais, je suis connecté, tu peux te connecter. Bah, j'ai pas ouvert encore. Tiens, je te vois, moi. Alors, attends, vidéo. Toc. Voilà, c'est magique. Bon. Bah, et bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que tout fonctionne désormais? Ouais, je pense. Bonjour Isabelle. Ok, je pense qu'on est bon là. Je vous Bonjour. pose la question parce que je travaille pour Sciences Po Alumni pour savoir si je peux vous laisser, si ça fonctionne correctement. Ouais, tout le monde est en train de se connecter, donc tout va bien. Bonjour. Bonjour. Tout fonctionne. Merci. Bonjour. Anne-Claire Pignal. Je, je souhaite, enfin, je suis vraiment ravie de participer à cette visio, mais en fait, je me suis trouvée en concurrence avec une assemblée générale associative Ah, euh, qui me prend en fait sur le temps du déjeuner. Et je voulais me permettre d'enregistrer pour moi les échanges, si cela ne gêne pas. Est-ce que ça pose problème? moi, ça me gêne pas. Je sais pas ce qu'il en est de tous les autres. Bah, c'est pas mal de partager l'enregistrement, comme ça on sera tous. Juste pour information, Ouais. à Sciences Po Alumni, on a programmé l'enregistrement de la session. Anne-Claire, vous ne pourrez pas l'enregistrer directement vous-même. On ne partage pas. Voilà, on vous le passera après sans problème. Merci. Mais voilà, Super. Ah bah c'est Merci. parfait. Merci beaucoup, en tout cas. je vous en Merci, hein. prie. Et je suivrai les autres événements avec grand plaisir. Merci, hein. Bon, bah, je pense qu'on. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On se donne encore 2, 3 minutes. Que tout le monde jusqu'à 13h05 si ça vous va. Virginie, ça te va? Virginie, ton micro est fermé. Pardon, voilà. Oui. Merci de m'avoir. Euh, donc je vois pas le nombre de participants. 13. Ah oui, tout le monde ne met pas sa caméra. Ok. Allez, on va faire encore 1 minute. Hmm. On y va? Allez, j'ouvre la présentation et on y va. Pendant que Dominique ouvre la présentation, je voulais à tous et toutes vous souhaiter la bienvenue dans ce webinaire qui démarre une série de webinaires qui aura lieu pour les alumni de Sciences Po. Une série de webinaires, donc le prochain est lundi prochain. Et ces webinaires ont été proposés à l'occasion de la semaine de la médiation qui a démarré hier. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui? Oui? Ok, bon, c'est bon. Oui.
Donc voilà, il y aura cinq séminaires. Le premier aujourd'hui, le dernier le 18, fait par des gens du réseau des médiateurs en entreprise. On est une centaine de médiateurs qui travaillons comme médiateurs, comme coach ou les deux du reste, et on vient tous de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est d'expliquer ce qu'on a vu et ce qu'on a appris de la gestion des conflits et de la médiation avec notre expérience dans les entreprises. Alors, Donc, qui sommes-nous? on avait dit qu'on se présentait l'un l'autre, Dominique, il me semble. Alors, je vais te présenter. Virginie Pilias-Jacquia, après une maîtrise de gestion à Dauphine et un DESS de marketing, elle a fait 20 ans en entreprise, en marketing et en RH à la SNCF. Et maintenant, Virginie travaille comme médiatrice, coach et aussi formatrice. Merci Dominique. Donc à mon tour, Dominique Ibon est pharmacien de formation, plutôt dans l'industrie. Et après un DESS de droit, Dominique, tu as été directeur marketing, tu as occupé plusieurs fonctions, dont directeur marketing, directeur export et directeur commercial et même directeur général. Et depuis un temps certain, tu es médiateur et formateur sur tout ce qui est compétences relationnelles, je suppose. De médiation, oui. OK. Alors, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est que pour nous, la gestion des conflits devrait être enseignée dès que possible, parce que quand on est adulte et qu'on découvre les conflits, la formation est difficile, parce que c'est pas inné. Tout ce qu'on apprend après passer un certain âge est plus compliqué à apprendre. Et il se fait des formations à la gestion des conflits maintenant de plus en plus tôt, voire à la maternelle. Et je pense que si vous avez l'occasion, c'est vraiment des choses à encourager pour que les prochaines générations sachent immédiatement gérer les conflits. Parce que moi, je regrette beaucoup de ne pas avoir appris plus tôt. Alors, pardon. La médiation, qu'est-ce que c'est? Je pense que là, on va parler à deux voix. Je pense que le médiateur est vraiment un professionnel de la relation. La médiation, c'est vraiment un espace de dialogue, mais pas n'importe quel espace de dialogue, puisque c'est un espace qui est régulé et cadré par le ou les médiateurs. Les médiateurs étant des tiers qui sont indépendants, neutres et impartiaux. Donc indépendants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un rôle de consultant. Neutre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour prendre parti. Et impartial, ils sont là pour l'ensemble des personnes qui sont autour de la table et qui sont réunies par le conflit. Peut-être que je te laisse poursuivre, Dominique, si ça te convient. Oui. Alors, je voulais juste rajouter que quand j'ai commencé la médiation il y a une dizaine d'années, c'était à peu près inconnu. Maintenant, tout le monde en a entendu parler. Les DRH, ils sont de plus en plus souvent sollicités puisque les tribunaux poussent beaucoup pour la médiation. D'une part parce que c'est plus simple, pour eux ça leur dégage du temps, mais pour les parties ça permet de trouver très vite des solutions et on va y revenir. Là on vous dit en deux mots la médiation, mais il y a des présentations à suivre qui rentreront plus dans les détails dans les autres séminaires. Mm. Nous on va faire le conflit et en quoi ça peut être important pour les RH. Alors, un conflit, ce que dit le Larousse ou le Robert, je ne sais plus, c'est une opposition de motivation et de conception contradictoires au sein d'un groupe. Ce qui est important de dire, c'est que les conflits sont inévitables. Les conflits ils font partie de la vie. Dès qu'il y a échange entre êtres humains, il y a potentiellement des désaccords. Alors, des désaccords, c'est pas grave en soi à partir du moment où ils sont parlés, ils sont formulés. Mais quand ils s'accumulent, en fait, les désaccords, ben, on en vient à un conflit de personnes. Et ça fait partie de la vie. L'origine, bah, c'est souvent des cadres des références différents. C'est-à-dire qu'on ne vient pas de la même culture, où on n'a pas les mêmes, voilà, la même éducation, les mêmes croyances. Et ça peut créer des malentendus ou des interprétations erronées, puisqu'en fait, chacun voit le monde avec ses lunettes. C'est-à-dire qu'en fait, on voit chacun le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et donc, c'est tout l'enjeu de la médiation, c'est de peut-être faire un peu un pas
vers la vision du monde que peut avoir l'autre. Bon, là, je suis un peu dans quelque chose de philosophique. Les origines, bah, ça peut être en entreprise des priorités qui sont mal définies ou qui sont différentes d'un service à un autre. Et puis, il peut y avoir aussi un historique de désaccords, de malentendus, etc., qui fait qu'on arrive à un conflit. Euh, c'est évidemment, le conflit, il est évidemment amplifié par l'environnement, l'urgence et la mauvaise communication. Bah, dès qu'on doit rendre des choses pour hier, enfin des documents, des mails, etc., pour la veille, parce que tout devient urgent, et ben, j'allais dire que ça exacerbe le conflit. Ce qui peut aussi exacerber le conflit, c'est des missions qui sont mal définies, et notamment des frontières qui sont floues entre deux entités, donc on ne sait pas forcément qui fait quoi, et ça crée, c'est une source de malentendus, et ensuite, bah, quand les malentendus se superposent, bah, on en arrive à un conflit de personnes. Je sais pas si tu veux J'ouvre une ajouter parenthèse. quelque Si vous avez chose. des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Le dernier point, Un c'est que moment les... de- Pardon. Oui, vas-y. On aura un moment de questions à la fin, mais c'est vrai que Dominique, tu as raison. Si vous voulez nous interrompre au cours de la présentation, faut vraiment pas hésiter. Euh, un conflit, il peut être positif. Ah, ça peut paraître bizarre, mais s'il est traité assez tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'allais dire, il n'y a d'intelligence que collective. Et quand on n'a pas le même point de vue que quelqu'un, à partir du moment où on le formule, on le verbalise, bah, j'allais dire, ça fait avancer le projet, ça fait avancer le schmilblick. Et, et, euh, et ça permet bah, d'aller plus loin à plusieurs, à partir du moment où on échange ses points de vue, mais dans un cadre qui est quand même très respectueux de l'autre, et on n'est pas dans le fameux tu qui tue, mais vraiment voilà ce que moi je pense. Donc a priori, le conflit, quand il est traité tôt, bah, c'est plutôt une source d'enrichissement d'épaississement de la pensée, ou en tout cas de richesse des points de vue. Je sais pas si tu veux compléter, Dominique, c'était peut-être un petit Non, peu... non, je suis d'accord avec ça. On va venir plus tard à d'autres, aux solutions à tout ça. Ça, c'est une explication relativement classique des conflits. Comment ça se passe? On passe d'une mésentente à un durcissement des positions, du genre l'autre est un con et moi j'ai raison. Et petit à petit, on monte, on passe à l'acte. Et quand on en a jusqu'ici, on peut traiter le conflit relativement facilement. Quand on passe là, ça devient beaucoup plus difficile. Et quand on est ici, ben, on a plein d'exemples autour de nous, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit à l'est de l'Europe, où on en arrive là et on se fout éperdument d'être détruit tant qu'on peut détruire l'autre. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire de simple. C'est très compliqué. Vu de l'extérieur, on attend que les adversaires s'épuisent pour faire quelque chose, mais notre travail en entreprise, c'est de détecter les signaux faibles pour pouvoir faire quelque chose dès le début. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Et dans l'idéal, on le fait même au point zéro, et on parlera brièvement de la médiation de projet. Et il existe de la médiation quand on démarre des gros projets, même des petits, pour aplanir tous les malentendus avant de faire quelque chose. Ça devient de plus en plus fréquent maintenant de travailler sur la médiation de projet parce qu'on gagne un temps fou. Bon, on pourra revenir si vous avez des questions sur la médiation de projet. Alors, là, on passe un peu à l'aspect chiffré des conflits, à combien ça coûte et quels sont les impacts. Il y a une étude d'OpinionWay qui montre que 2 tiers des salariés sont confrontés ou ont été confrontés à de la conflictualité au travail. Bon, ça c'est un fait. Mais ce que ça implique, c'est que le temps passé par semaine en moyenne par un salarié, c'est 3 heures. 3 heures, c'est quasiment une demi-journée, enfin c'est même une demi-journée, une petite demi-journée. Et donc si on le met à l'échelle d'une année, on arrive à 20 jours par an qui est consacré par le salarié à la gestion
du conflit. Moi, j'estime on est au-delà de 20 jours parce que souvent, quand on est en conflit aussi, au-delà de traiter le conflit, ben, on rumine, on a du plus de mal à travailler et donc ça prend une part de l'espace mental qui fait on est moins productif. Cette étude d'Opinionway, elle montre aussi que les tensions, ça correspond à l'équivalent d'un mois de travail par an d'un salarié, d'un mois de travail par an, pardon, soit 152 milliards d'euros par an. C'est le coût salarial à l'échelle de la France. Et là, c'est important pour moi de souligner que, évidemment, la médiation vise à être un outil pour les risques psychosociaux, à rétablir un climat de travail apaisé et que l'idée est de prendre soin des salariés. C'est une évidence, c'est important de le redire, mais enfin, voilà, que l'enjeu est humain en fait quand on met en place une médiation dans l'entreprise. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, parce que c'est peut-être un peu moins noble de le dire, j'en sais rien, c'est que les conflits, c'est un coût très important, il y a un enjeu financier très important, et que faire appel à la médiation, c'est certes prendre soin de la santé mentale de ses salariés, mais c'est aussi avoir un impact sur ses coûts et donc sur alors, peut-être pas le chiffre d'affaires, mes données de finance sont un peu lointaines, mais en tout cas, ça a un impact sur c'est un impact financier sur l'entreprise. Alors, je voudrais donner quelques exemples. Quand on rumine et qu'on pense au conflit avec son confrère, sa collègue, etc., on travaille moins. Et donc ça a un coût, parce que les gens sont payés, mais en fait, ils sont à leur bureau à ruminer le conflit. Ça a un coût quand on se fait arrêter par son médecin parce qu'on a une telle boule au ventre en arrivant au travail le matin qu'on préfère ne pas y aller. Et donc, ça, voilà, il faut que le travail soit quand même fait. Donc, ça veut dire que d'autres personnes s'en chargent, des intérimaires éventuellement, etc. Donc, c'est tout ça qui est finalement sous-jacent au conflit, auquel on ne pense pas forcément. On pense d'abord à l'humain et c'est vraiment important d'y penser. Mais il y a vraiment un impact financier qui est important. Il y a Euh, quelque chose, si vas-y, je peux, Virginie, il y a quelque chose qui est sous-estimé, c'est que les gens en conflit, ils recrutent autour d'eux. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en conflit tout seul. On va recruter le plus de collègues possible pour prouver que l'autre est un con, ou un pourri, ou un de mauvaise foi, ou ce qu'on veut. Donc, de un tout seul, on a très souvent des blocs qui se font. Et une fois que le bloc est fait, cristallisé, c'est très compliqué. Mm. Vas-y, Virginie, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, dégradation de l'ambiance, ça va sans dire. C'est que voilà, on se regarde en chien de faïence, potentiellement. Alors, ça, c'est vraiment quand le conflit est très enquisté, mais euh, on, on va essayer d'éviter les réunions où est l'autre personne en conflit. On se dit plus bonjour. Enfin, ça a un vrai impact et ça a un impact notamment sur la santé mentale des salariés. Voilà, je crois que j'en ai fini avec cette étude. Oui, alors, à contrario, les équipes qui ont réussi à mettre en place des systèmes de traitement des conflits, c'est culturel hein, dans les entreprises. C'est un gros travail. Dans beaucoup d'entreprises, on a des conflits, on les gère, bon, on verra comment. Mais les sociétés qui ont réussi à mettre en place une gestion proactive des conflits, c'est un vrai avantage concurrentiel. Et souvent, les RH sont en position de mettre ça en place parce qu'ils ne sont pas censés être partisans pour une équipe ou une autre. Donc, il y a un vrai avantage concurrentiel pour les RH à initier un travail là-dessus. Et je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, Dominique, c'est que en fait, la médiation qui est menée par un médiateur, elle a un vrai avantage concurrentiel parce que au-delà des compétences du médiateur, c'est le processus de médiation qui est extrêmement puissant, parce qu'il y a un cadre dont on a parlé. Et si vous assistez aux autres webinaires, ce sera évoqué plus en détail, mais notamment la confidentialité absolue de la part des médiateurs fait que les gens se livrent beaucoup plus en profondeur sur ce qui se passe pour eux.
Et donc, c'est voilà, un processus puissant et qui est qui est assez empêché quand on pense que le N+2 va pouvoir faire une médiation ou le RH va faire de la médiation. Parce qu'en fait, le ou la RH ou le N+2, il est juge et partie, donc il n'y a pas de neutralité. Et du coup, le médiateur qui arrive de l'extérieur, il a cette neutralité par rapport aux personnes et par rapport à l'entité, aux équipes dans lesquelles il intervient. Comment sont traités les conflits habituellement? Quand on n'a pas eu de formation, très classiquement, le problème est ignoré. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou qui vient voir son chef et qui lui annonce qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit. La première chose qu'on fait, c'est qu'on ignore. On s'assied dessus en disant, ça va bien passer. Après, quand le problème n'est pas réglé, parce qu'il n'est pas réglé comme ça, il monte, on menace. Vous n'êtes pas dans une cour d'école, vous êtes des adultes, vous allez pouvoir régler ça vous-même. Bon. Et la troisième phase, quand ça ne marche pas, on sanctionne. Alors on en vire un des deux, on en déplace un des deux, on déplace les deux selon la culture de la société. Mais le total, c'est que, un, on n'a pas réglé le problème. Deux, on a diffusé le problème. C'est-à-dire que tout le monde autour a vu que quand il y a un problème, bah, il ne faut pas le dire, parce que sinon on se fait sanctionner ou on se fait menacer, et les problèmes sont étouffés, ce qui fait que bah, on tourne en rond et qu'on n'avance pas dans la société. Euh, alors attendez, j'ai vois arriver une question. Ah, ok. Euh, donc on met en place des choses et ça c'est, je pense, très bien porté par les RH. La première, c'est de mettre en place des procédures de conflit. Qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit? Donc il y a une vraie réflexion de société parce que selon les cultures de société, on ne fera pas partout pareil, mais il faut vraiment se poser la question. On n'aime pas les conflits dans les sociétés parce qu'on ne sait pas les gérer. Le problème, c'est pas les conflits, le problème, c'est notre compétence à les gérer. Euh, on apprend aux gens la communication non violente parce que dans la communication non violente, il y a plein d'outils pour écouter et traiter les conflits. Mais ça, c'est un vrai... Ça se décrète pas comme ça du jour au lendemain, c'est une vraie réflexion de société. De plus en plus de sociétés mettent en place de la médiation interne, et on y reviendra. Et on peut faire appel à un tiers, médiateur ou médiatrice. Dans l'ensemble, quand on regarde les trois premiers, les sociétés règles, je dirais, Virginie, tu me dis si t'es d'accord ou pas d'accord, c'est à peu près les trois quarts des conflits. Et pour un quart des conflits, ou à peu près, il faut faire appel à un tiers extérieur, parce que pour plein de raisons, en interne, ça marche pas. Oui, je suis d'accord. Et ce que je voulais dire aussi sur les conséquences du conflit, dans la slide d'avant, il y avait écrit conséquences toujours complexes. Il y a aussi des conséquences en termes d'image. C'est-à-dire que l'équipe en question a une mauvaise image en interne. On se dit, oh là là, il fait pas bon travailler dans cette équipe. Et ça peut même aller d'éteindre sur l'image externe vis-à-vis des fournisseurs ou des clients. Un client qui appelle un service ou un fournisseur, il le sent assez vite finalement quand il y a une tension dans l'équipe. Et ça peut vraiment ternir l'image de l'équipe et parfois de plusieurs équipes en interne mais aussi en externe. Donc ça a un impact vraiment important euh, de laisser traîner des conflits comme ça en pensant que avec le temps ça passera. Voilà, pardon. On est très souvent confronté en entreprise au phénomène des silos, c'est-à-dire chaque silo fait son truc, la recherche, la production, on peut faire tout ce qu'on veut. Et, et c'est le symptôme du bébé, hein. On se lance le bébé par-dessus le mur parce qu'il y a toujours eu quelqu'un de l'autre côté pour le récupérer. Et puis pour une raison quelconque, conflit, désorganisation, le jour où il n'y a plus personne pour récupérer le bébé, bah, ça se passe très mal. Mais puis c'est toujours de la faute de l'autre, évidemment. C'est pour ça que quand on met en place une réflexion sur le traitement des conflits, c'est un énorme bénéfice. Parce que d'abord, on apprend à identifier les conflits. Comme instinctivement, on n'aime pas les conflits, on les ignore. Mais à partir du moment où on a une procédure de reconnaissance des conflits, alors on peut rentrer un peu dans les détails, puisque un des métiers de Virginie, c'est de faire de la médiation interne. C'est vraiment quelque chose qui est
qui est important. Et moi, mon avis, c'est que ça doit être porté par les RH. Donc, il y a une vraie opportunité, il y a une vraie compétence et il y a vraiment quelque chose à apporter à la société. La communication non violente, ça, c'est quelque chose qui sert absolument à tout le monde. Les gens qui ont été formés à la communication non violente ont une approche différente de la vie, si je puis dire, parce qu'on se rend compte qu'on est agressif en permanence. Et à partir de là, on finit par réfléchir avant de parler, ce qui n'est pas une mauvaise chose. La médiation interne, c'est vraiment... il y a plein de sociétés qui s'y mettent. Ça a commencé aux États-Unis. Alors, la médiation interne, juste pour te reprendre ce que tu disais, Dominique, donc ça a commencé aux États-Unis, mais c'est maintenant des grosses entreprises hein, qui ont mis ça en place, comme la Poste, la Caisse des dépôts, la SNCF, et il y en a sûrement d'autres. Hein, il y a, je crois, Vraiment un facteur d'apaisement. ouais. Et en fait, bon, moi, je suis une ancienne de la médiation interne à la SNCF, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui fonctionne, hein, puisque ça marche souvent dans les grosses entreprises parce que l'objectif est de ne pas connaître les personnes auprès desquelles on intervient en tant que médiateur, ce qui garantit un peu notre neutralité. Mais c'est un dispositif qui, en tout cas, moi, de ce que j'en ai expérimenté du temps où j'étais à la SNCF, donc il y a 10 ans maintenant, qui est vraiment vertueux. Et ça peut être fait pour les petites sociétés ou moyennes sociétés parce qu'il y a des regroupements. Je connais des regroupements d'entreprises où on s'échange des salariés parce que les métiers sont proches, donc on peut s'échanger des salariés et on peut tout à fait réfléchir à s'échanger des médiateurs internes. Ça, c'est des choses qui marchent très bien. Encore une fois, c'est des vrais projets de RH et je pense que ça ne peut être porté que par les RH. Évidemment, avec les accords de direction générale parce que c'est une vraie réflexion de culture, mais il y a énormément à gagner. Et le tiers extérieur, alors médiateur, médiatrice, ça, vous allez avoir plus de détails au prochain séminaire, mais ça apporte énormément d'avoir un tiers extérieur formé. C'est une grosse formation de devenir médiateur, formé à la gestion des conflits. Euh, Pardon, j'ai... juste revenir sur la Oui, communication non violente. ah, Euh, vas-y. Sans forcément rentrer dans les détails, euh, l'idée, c'est de parler en son nom propre et de ne pas mettre une étiquette à l'autre. Donc, éviter le fameux tu qui tue et de vraiment parler en son nom propre. Voilà ce que je ressens quand tu as ce type de comportement. Et donc, on sait reprendre sa propre responsabilité. C'est-à-dire que un même acte ou une même parole n'a pas le même impact sur un individu A ou un individu B. Donc, c'est la personne en tant que personne, de vraiment prendre la responsabilité de ce qu'elle ressent et de parler en son nom propre. Pardon, c'était peut-être une petite digression, Non, mais mais t'as raison. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis très... J'ai beaucoup de mal, hein. Moi, ma culture, elle est pas vraiment non violente. J'ai fait toute ma jeunesse du judo, du rugby. Bon, j'ai pas été formé à la non-violence, mais on apprend beaucoup en faisant ça. Alors, j'ai mis 5 lectures qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est la médiation commerciale entre sociétés. Il y a de plus en plus de conflits qui se traitent comme ça. La médiation des conflits au travail, c'est en interne. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce livre sur que faire, comment faire, si ça vous intéresse. La médiation interne, avec deux spécialistes de ça pour vous donner des idées si vous avez besoin. On n'a pas le temps maintenant de rentrer dans beaucoup de détails, mais avec ces 5 bouquins, vous avez vraiment fait un gros tour. Et la médiation de projet, je pense que c'est quelque chose qui devrait être systématique à chaque fois qu'on a un projet un peu significatif, voire pas du tout, n'importe quel projet, pour savoir qu'est-ce qu'on attend, qui attend quoi de quoi, qui va être responsable de quoi. Le drame, c'est quand deux personnes sont responsables de la même chose et que personne n'est responsable d'autre chose. Il y a des trous dans la raquette, donc il faudra trouver un coupable. Et quand deux personnes se sentent responsables d'un truc, eh ben forcément, ils vont venir au conflit. Et encore une fois, c'est pour ça que les RH
sont probablement une des meilleures portes d'entrée de la gestion des conflits et donc de la médiation, etc. Les RH sont aussi impliqués dans tout ce qui va être prud'homme. Alors, on n'en a pas parlé là, on sera parlé après, mais nous, on fait des médiations au prud'homme ou en cour d'appel et on voit des choses, on voit des gens en cour d'appel qui ont 8 ans de conflit pour 50 000 euros parce que personne n'a voulu écouter personne, hein. Donc, il y a des situations dramatiques. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions? N'hésitez Si on a pas, été clair, c'est qu'on s'est mal exprimé. c'est le moment, c'est l'instant. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Euh, bon, je ne suis pas du tout issue du monde de l'entreprise, hein. Je suis actuellement une formation en médiation. Euh, Il y a une question que je me posais. J'ai quand même des réserves euh, à l'égard de la médiation interne. Euh, vous parlez, le médiateur interne parle en son nom propre ou au nom de l'entreprise? Alors, le médiateur, il n'a pas vraiment à parler en son nom ou en nom d'entreprise, puisqu'il est là pour réguler les échanges entre deux, voire 10 personnes. Euh, donc, le médiateur, en fait, c'est presque un garant du cadre des échanges. Il intervient assez peu, sauf pendant les entretiens individuels où il présente ce qu'est la médiation et il écoute le récit de chacune des personnes. Euh, et ensuite, en réunion collective, voilà, il introduit la réunion collective, il reformule, il partage un peu la parole, mais il ne donne pas son avis ou l'avis de l'entreprise. Et Dominique a raison de dire que ça existe aussi des dispositifs de médiateurs dans des petites entreprises quand il y a des regroupements de salariés. Mais moi, je l'ai vu surtout dans des grosses entreprises. Et dans la grosse entreprise, on intervient vraiment dans des géographiquement, donc il faut être assez mobile géographiquement, mais dans des endroits où on ne connaît pas les gens, ou alors dans des directions où on ne connaît pas. Et on intervient vraiment de manière neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Hmm, voix à porter. Y compris celle de l'entreprise. C'est-à-dire que les médiateurs internes, par exemple, à la SNCF, sont sur leur poste, un poste quel qu'il soit, à 80 ou 90%, je ne me souviens plus, et ils consacrent 10% de leur temps à la médiation. Alors, c'est le modèle qu'a choisi la SNCF, hein. Il y a d'autres entreprises hmm, qui ont des médiateurs internes à temps plein. Mais ce n'est pas le modèle que je connais. Et à ce moment-là, on est complètement déconnecté de son poste. C'est-à-dire on intervient en tant que médiateur d'accord. Hmm, et on est complètement neutre et on n'a pas de parole de l'entreprise à porter. d'accord. Donc, monsieur disait tout à l'heure que la RH, en cas de contentieux, le Conseil des prud'hommes est saisi. Donc, à supposer que la médiation interne ait été mise en œuvre au préalable. Bon, la médiation n'a pas abouti ou a abouti temporairement et puis ça s'est enquisté. Est-ce que le médiateur, dans le cadre de la gestion du dossier contentieux, est-ce que le médiateur est sollicité? Enfin, est-ce qu'il y a une garantie quant à la confidentialité des échanges qui se sont tenus au cours de la médiation? Parce que Oui. vous êtes quand même en lien avec la RH. Ah, la médiation interne, vous voulez dire? Oui, 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 oui. Ma Oui, question porte oui. sur la médiation interne. Alors, Je je ne vois réponds. pas très bien comment ça. Est-ce que vous pouvez avoir la confiance des salariés alors que vous êtes issu de l'entreprise et que vous êtes en lien finalement avec la DRH? Vous voyez Alors, ce je que je veux voudrais dire? répondre à deux niveaux. La première, c'est l'étanchéité de la confidentialité vis-à-vis des tribunaux si jamais le conflit venait à se judiciariser. Elle est totale. C'est-à-dire qu'en fait, le médiateur ne peut donner que les dates des rencontres individuelles et collectives. Donc, autant vous dire que c'est vraiment, il est absolument complètement empêché de dévoiler quoi que ce soit D'accord. sur le contenu. Et puis sur la confiance, ben, j'allais dire que c'est au médiateur de l'instaurer avec les Hmm, personnes et je crois que ça ne s'explique pas, ça se vit.
le médiateur va arriver en disant, voilà, moi j'interviens en tant que médiateur, et en fonction de enfin, il va se présenter de manière à créer un lien de confiance et de dire, je suis absolument déconnecté de mon poste actuel, là je viens en médiation et je suis tenu par la confidentialité. Voilà. Alors, il ne faut pas se cacher les yeux, c'est la limite de la médiation interne, hein. C'est d'être vu comme l'œil de Moscou. C'est pour ça que dans, disons, un quart, un tiers des cas, on fait appel à un médiateur externe. Mais quand les sociétés sont suffisamment grandes, ça marche plutôt bien Oui, pour oui, oui, plein de choses. mm, mm. J'ai une question. Est-ce qu'on a répondu, pardon, Emmanuel, à votre... Oui, oui, merci beaucoup. J'ai Merci. une question de Sacha Gashkanin qui est en voiture. Quel est le taux de succès d'une médiation interne? Et est-ce que cela règle le problème de fond? Alors, je ne sais pas pour les médiations internes puisque c'est pas public. Peut-être Virginie, tu peux nous donner. Et est-ce que ça règle le problème de fond? Ben, ça va dépendre du problème, je pense. Virginie? Alors, moi, les chiffres que j'ai, c'est les, les médiations internes ou externes, d'ailleurs, aboutissent dans 75 à 80% des cas. Aboutir, enfin, on trouve les médiés, donc c'est les personnes en conflit, on les appelle souvent les médiés, trouvent un accord ensemble dans 75 à 80% des cas. Euh, Est-ce que ça règle le problème? Bah, ça règle le problème relationnel et de communication. Après, sur le contenu, le médiateur va pas proposer des solutions puisqu'il n'est pas expert du métier de l'équipe dans laquelle il intervient. Mais en fait, il va être attendu sur le fait qu'une relation puisse être renouée, que le dialogue puisse être renoué, et ensuite les personnes, elles parlent des sujets techniques entre elles. C'est pas l'objet de la médiation. Moi, Je je sais pas peux si... vous donner des chiffres. Je peux vous donner les chiffres pour me... Ça fait 10 ans que je fais de la médiation. Les plus mauvais résultats, c'est quand j'ai des conflits entre syndicats. Donc, on est appelé parce que dans une entreprise, il y a le syndicat X qui est en conflit avec le syndicat Y. Bon, vous savez aussi bien que moi que le problème, il n'est pas vraiment le conflit, mais enfin, de trouver des solutions, mais presque le plaisir du conflit, si j'ose dire. Et là, le taux de réussite, il est à peine de 50%. Le taux maximum, c'est les conflits entre entreprises, parce que là, vraiment, tout le monde veut trouver une solution et ça va vite, c'est 100%, quasi. Moi, j'ai pas eu d'échec, très rare, enfin, peut-être un ou deux. Et puis, on a tout entre les deux. C'est-à-dire que quand les gens, en prud'homme, quand vous êtes en mise en état, enfin, vous êtes en BCO, chacun est persuadé de gagner, donc on fait la guerre et la médiation marche pas bien. Quand vous êtes en départage, là, chacun a compris que ça allait jamais être blanc ou noir. Et là, on monte ouais, facilement à 70-80% de réussite. Et en mise en état, en cours d'appel, c'est une bonne étape aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous semblent, qui vous brûlent les lèvres? Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y a un vrai projet à réfléchir et à mettre en place pour gérer les conflits dans les entreprises. Et si quelqu'un au RH se sent l'envie d'une mission, je pense il y a un vrai quelque chose à faire qui pourrait bien porter auprès de la direction générale. Parce que finalement, la médiation est peut-être pas très connue en entreprise et pourtant, il y a une vraie puissance en fait derrière ce processus-là. Ok. Ah, Bah, peut-être dans le écoutez, chat. oui, s'il n'y a pas d'autres questions, vous allez avoir plus de détails sur la médiation, sur ce qui se passe, comment ça fonctionne, lors des prochaines interventions. Je vais vous les remettre. J'en Euh, profite pour poser une oui. question. Pardon, je t'ai coupé la parole, Dominique. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en profite pour vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a motivé euh, à assister à ce webinaire aujourd'hui? Est-ce que, voilà, si vous souhaitez répondre.
Bonjour, oui, je me permets de prendre la parole. Moi, je suis responsable ressources humaines, donc il m'est arrivé d'intervenir dans des situations de conflit, voilà, médiation. Alors pas entre des syndicats, plutôt entre des collaborateurs et avec un taux de réussite quand même assez satisfaisant. Voilà, donc je voulais approfondir et puis c'était beaucoup par curiosité que je me suis inscrite à cette conférence. Merci. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je me permets d'intervenir aussi. Pour moi, c'était la curiosité. Je ne travaille pas dans les ressources humaines, mais dans le cadre de mes fonctions, je gère des projets complexes et je suis en charge de la coordination de projets internationaux avec des équipes un peu partout. Donc voilà, le conflit est présent souvent. Donc j'étais curieuse de- d'en savoir plus en fait. Alors, la médiation de projet va vous intéresser. Oui, je pense. Merci beaucoup. En fait, dans la médiation de projet, de mon point de vue, mais Dominique, je te laisserai compléter, c'est que enfin, c'est intervenir sur les aspects humains d'un projet qui est souvent assez technique ou de regroupement ou de dégroupement de services, etc. Et c'est y inclure en fait la dimension euh, relationnelle, comment le projet va avoir un impact sur la relation entre les gens et comment on peut l'anticiper finalement ou le définir à l'avance. Alors définir, c'est un mot un peu fort, hein, mais en tout cas, dessiner des grandes lignes sur les modes de fonctionnement qui vont changer finalement à la suite de la mise en place de ce projet. Pour les projets, on a souvent un conflit. Euh, on a besoin d'un expert à 30% de son temps, mais son patron a compris qu'on aurait besoin de lui que 10%, et l'expert, il pense que lui, il va falloir qu'il passe 50% de son temps. Alors, l'appréciation du résultat à la fin de l'année pour la discussion annuelle est souvent assez intéressante. Je vais peut-être juste prendre la parole pour vous remercier de cette initiative. Moi, je suis médiatrice et coach en Suisse romande, donc je suis à Lausanne en Suisse. Et j'ai trouvé super de voir donc dans les propositions des alumni de proposer cette série de conférences. Donc bravo, merci. Et puis j'adhère complètement à tout ce que vous dites et puis qu'on reste en contact éventuellement pour continuer à échanger. Voilà, mais c'est très chouette. Merci. Merci. OK. Ben, on a tenu nos 45 minutes, hein, c'était parfait. Mm. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, la prochaine fois, c'est Alors, le 14, bah, même heure, excusez-moi. 13h. Mm. Oui, excusez-moi. Non, mais si il nous reste encore un peu de temps, j'aurais une question. Oui, Bah, d'abord, une petite question. Sciences Po Alumni, moi, je ne connaissais pas du tout. Vous êtes intégré à Sciences Po, enfin l'établissement non, non, on est une association externe. Alors, il y a des D'accord. gens Mais qui ont vous fait êtes lié Sciences à Po, Sciences hein. Po? Non, non, il y a Pardon? des, nous on est une association externe. Il y a des gens qui ont fait Sciences Po, hein, avec nous dans notre groupe. Il y en a qui D'accord. parleront du reste. Mm. Mais tout le monde ne vient pas de Sciences Po. On a proposé ça à Sciences Po parce que c'est la semaine de la médiation, la semaine prochaine, toute la semaine, où les médiateurs en France, et pas uniquement en France du reste, font des actions spéciales pour promouvoir la médiation. D'accord, oui, oui, je connais la semaine de la médiation, mais d'accord, ok. Et alors, j'avais une question plus sur la médiation, justement. Alors, quand on est médiateur conventionnel ou judiciaire, en fait, les médias viennent à nous. En médiation interne, c'est vous qui vous saisissez, si je comprends bien, c'est vous qui diagnostiquez, qui détectez le conflit le plus en amont possible. Vous me dites si je me trompe. Et ma question, c'était comment vous dites, tiens, là, il faut que j'intervienne. Parce que finalement, les simples mésententes entre les gens au travail comme au sein d'une famille, je veux dire, c'est assez courant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, là, la médiation peut permettre d'avancer? Alors, c'est pas nous qui le disons.
c'est plutôt le manager ou le manager du manager ou les RH qui identifient que bah là, voilà, la situation est suffisamment enquistée. Et, enfin, il faut que le RH ou le N+2 ou le N+1 ait connaissance du dispositif de médiation. Enfin, je veux dire, c'est préalable, hein. Sache que ça existe. Et ensuite, à lui de détecter les signaux faibles, de se dire, bah là, en fait, parce que souvent, on se dit, oui, mais si on fait appel à la médiation, c'est qu'on n'a pas été bon. Un manager peut se dire ça, alors que c'est plutôt une preuve de courage, de se dire, bah, en fait, c'est pas mon rôle, et donc je vais faire appel à un prestataire extérieur ou à un médiateur interne si ça existe, pour intervenir, parce que là, ça dépasse mon domaine de compétences. Et puis, je suis jugée partie parce que je connais les salariés. C'est valable pour les managers comme pour les RH, parce que les RH, ils ont une vision aussi sur l'historique, enfin la carrière du salarié. Le fait qu'il y ait un conflit, ça peut leur donner des idées sur leur développement de carrière, etc. Donc, c'est absolument pas neutre d'intervenir en tant que RH ou en tant que N+2. Donc, c'est avoir dans un coin de sa tête l'idée que la médiation, ça existe, qu'on peut faire appel à quelqu'un d'externe, que c'est plutôt vraiment une question de courage et pas d'incompétence. Voilà, donc c'est pas forcément, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Dominique, mais c'est pas le médiateur qui détecte la situation. Parfois, il peut D'accord. échanger avec un RH et lui dire, tiens, là, je pense que la médiation est pertinente, mais normalement, c'est pas le médiateur qui vient détecter, en fait. D'accord. Donc, c'est pas forcément très en avant. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que les gens directement concernés par le conflit mettent du temps avant de dire bah, il faut que j'alerte un tiers. Je sais pas, j'imagine. Mm. Et c'est beaucoup une question de culture d'entreprise. Au début, ce que les gens disent, c'est que la médiation interne est très lente à démarrer parce que les managers se sentent dépossédés de leurs prérogatives, parce que les RH aussi, parce que machin. Et c'est à mettre en place, ça prend du temps, ça se fait pas du jour D'accord. au lendemain parce que c'est un vrai changement. Mm. Mais j'imagine que rares sont les situations où le manager saisit le médiateur pour un conflit qui le confronte à un salarié ou à au N+2, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais Est-ce que ça peut les être managers... Ouais, pardon. Dans ce cas-là, c'est déclenché par les RH ou le N+3 ou bah, d'accord, j'ai fait des médiations internes entre les gens, enfin les N+1, N+2, où il y avait tout le monde. On peut tout imaginer. Enfin, d'accord. vraiment, Hmm, on a vu à peu près tout. Mm. Et d'accord. c'est faire preuve d'une vraie maturité, d'être en capacité de se dire, tiens, là, le conflit que je traverse avec mon collaborateur ou mon N+1, ça vaudrait le coup de faire appel à un médiateur. Oui, oui, ça suppose une véritable maturité, mais bon, ça, c'est pas forcément ce qui est... Enfin, je connais pas vraiment le milieu de l'entreprise, mais j'imagine que c'est pas facile. C'est C'est pas- c'est pas facile, mais pour anticiper ça, on fait aussi pas mal de formations en école de commerce. D'accord. Ok. Ok. Bon, Ben, merci beaucoup. Ben, merci tout le monde. merci à tous. Et puis, vous pouvez toujours nous envoyer des Merci. questions si vous en avez, hein, par le Vous êtes... réseau des médiateurs en entreprise. Oui. Vous avez l'adresse en bas des slides. Super. Ah oui, d'accord. Et puis, Ah, vous vous nous êtes trouvez très facilement RME. sur LinkedIn, hein. Vous nous trouvez aussi sur D'accord, ok. LinkedIn, Dominique Ibon et Virginie Pilias. Hop, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci. Bon Merci. week-end Bon et, Bonne journée, et bon week-end. bonne week-end. semaine de Bon la médiation. week-end. Bon Merci. week-end. Au Au revoir. Au revoir. revoir. Hop, je t'appelle, Virginie. Dans 5 minutes, c'est possible? Pas de problème, je Je, comprends. je rappelle dans 5 minutes, moi. OK? Ouais. Ok. À tout. Merci à Sciences Po. Merci.